juste dire 3 mots qui me semblent résumer un petit peu ce qu'on dit depuis hier, que la situation de précarité, et c'est la définition du Larousse aussi, c'est la notion d'instabilité en fait, et soit parce qu'on craint, une question d'une situation qui n'est pas pérenne, et que quand on est dans une situation d'instabilité, effectivement, donc de précarité, ça devient compliqué d'organiser les éléments autour du soin. Pour ce qui est de l'accès aux spécialistes ou de l'accès aux soins ou à la médecine générale, on a entendu que c'était effectivement le cas pour tout le monde, mais peut-être que les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et qu'on peut peut-être attendre 3 ou 4 mois pour voir un psychiatre quand on a un petit état anxieux ou un syndrome dépressif, peut-être moins quand on est dans un psychotrauma après une agression en Libye. Enfin voilà, il y a certainement des questions autour de ça, et il y a certainement des priorisations. Alors c'est le grand mot, hein, la priorisation et les tri en ce moment, on va pas venir là-dessus parce qu'on aura besoin encore d'une autre semaine, mais en tout cas peut-être que c'est une des réponses qui peuvent être portées pour ne pas mettre en opposition des populations précaires et ne pas se plaindre de systèmes dérogatoires qui peuvent parfois bien fonctionner. Et puis pour le dernier élément, je m'en souviens plus, donc je vais vous laisser la parole, et puis si éventuellement, si j'y pense, ça ne peut pas être bien important, pourtant ça me semblait mieux. Je vous laisse intervenir si vous le souhaitez. J'avais une question concernant Angers, là, pour savoir comment ça se passait au niveau de la santé mentale, justement. C'est vrai qu'on n'en a pas spécialement beaucoup parlé pour l'instant. Il y a cette question, effectivement, de délai qui est très long. Donc, pareil que dans le droit commun, hein, effectivement, de question d'avoir 4 mois d'attente pour un traumatisme en Libye, c'est peut-être pas la même chose que pour un syndrome anxio-dépressif quand on a un logement. Et donc, en plus, ce qui pose problème, chez nous à Rennes, je ne sais pas comment c'est ici, et c'est ça que je questionne, c'est que les personnes sans domicile, donc qui ont une domiciliation, vont être orientées sur des CLP en fonction de leur date de naissance. Donc on a des gens qui sont sans abri, qui vivent en plein centre de Rennes et qui ne bougent pas, et qui vont être orientés au CLP parce qu'ils sont nés le 3 février à Fougères, à 70 km de là, donc sans aucun accompagnement possible. Donc ça repose la question de filière spécifique et du droit commun, et là c'est complètement aberrant. Et donc est-ce que le psychiatre de l'équipe mobile psychiatrie précarité voit ces personnes-là, et comment vous vous débrouillez du coup ici pour ces problématiques? Effectivement, à Angers, ça fonctionne pareil, la sectorisation pour les personnes sans domicile fixe à la date de naissance. Après, considérons que cet éloignement du CMP est un frein à prendre soin de soi au niveau psychique. Là, l'équipe dont je fais partie, la DIASM, peut tout à fait intervenir. Même si l'objectif final, ce sera de raccrocher les gens vers le CMP, il y a des situations où ça n'arrivera jamais parce que c'est impossible pour eux. Et nous, dans ces moments-là, on peut intervenir auprès de ces gens. L'autre question, c'était quoi sur le psychiatre déjà? Il fait des consultations, du coup, il voit les gens, il ne fait pas que de la coordination. Non, exactement, Anne Fayol, la psychiatre de notre équipe, alors soit on la sollicite, nous, après avoir rencontré les gens, pour qu'elle vienne avec nous, même dans la rue, c'est arrivé qu'elle vienne avec moi, c'est pas en marge, ça arrive assez souvent. Ou alors sur les lieux où on rencontre les gens, les lieux de permanence. Et elle peut aussi être sollicitée en direct, à la passe. C'est plus à la marge, mais ça arrive qu'elle ait été sollicitée en direct aussi, parce que nous, on est infirmiers ou psychologues, et que forcément, quand il s'agit de la question du traitement ou de l'orientation d'hospitalisation ou quoi, c'est plutôt elle qui peut répondre à ça. Et du coup, vous êtes amené à faire des suivis, parce qu'il y a des gens qui restent 1 an à la rue, 2 ans au même endroit, et elle va suivre ces personnes-là. Oui. Okay. Et au-delà de ça, comme la PAS est une UF des urgences, comme l'a dit Delphine, si les gens sont très mal, en fait, l'unité de psychiatrie des urgences va traverser le couloir et venir faire un entretien, et si on estime que ça nécessite une prise en charge psy, on va le basculer du côté des urgences, et il va bénéficier de la consultation psy de la même façon qu'un patient qui serait sur le secteur des urgences. Et c'est un peu plus facile une fois que le psychiatre est dans la boucle pour trouver un lien qui ne soit pas un délai à 4 mois.
ne faut pas trop qu'on le dise, mais quand il y a un suivi qui va se faire comme ça par l'équipe mobile, nous, après, on va pouvoir faire la délivrance de médicaments gratuits. C'est vrai qu'on ne veut pas être uniquement un guichet de délivrance de médicaments gratuits, mais quand il y a ce système de prise en charge par l'équipe mobile, on est, nous, après, le relais possible de délivrance des traitements. Et ça va dans le sens du troisième élément que je voulais dire tout à l'heure, quand on parlait d'accompagner les gens. C'est vrai que dans la précarité, il y avait l'isolement, et quand il y a quelqu'un qui se soucie ou quelqu'un qui va entourer, alors que ce soit un professionnel ou quelqu'un de la famille et tout ça, c'est vrai que l'isolement, ça va entraîner, on va oublier une organisation ou un suivi particulier, que ce soit par le DIA sur le pass et tout ça. Là, c'est pas forcément, il va qu'une personne pense à ça. En complément, alors là, je vais parler, je ne sais pas s'il y a des acteurs, mais j'ai assez. Pour l'Aller Vert, par exemple, il y a le CMP pédiatrique, donc avec une unité, ils ont une unité spéciale bébé, USBB. Et là, ils sont en train d'entreprendre une démarche qui est quand même à saluer, parce que je pense qu'ils sont assez débordés, mais ils ont pris le temps. C'est justement sur l'accueil mère-enfant de France Horizon. Ils ont commencé à aller voir comment ils pourraient aller vers, c'est-à-dire au niveau de cet accueil de jour mère-enfant, pour tenir une permanence et commencer à être visible de cette population, et pour pouvoir justement après accrocher ces mères avec enfants, ces familles avec enfants, pour justement les sensibiliser à une prise en charge le plus tôt possible des enfants qui peuvent avoir des difficultés. Bonjour, moi je suis travailleur social, j'accompagne les gens au domicile et du coup un petit peu sur Angers, mais essentiellement en milieu rural, Baugé et Beaufort pour ceux qui sont du coin. Du coup, on est un peu limité, nous, dans nos actions en milieu rural, parce qu'on peut moins faire appel ou pas, à tout le réseau qui a été cité. Voilà, je voulais savoir s'il y a des choses qui pouvaient être pensées, enfin, des gens qu'on pouvait solliciter quand on a des questions, quand on a des inquiétudes. Voilà, c'est juste cette question de territoire où, en milieu rural, on est beaucoup plus isolé. Et notre public, il l'est aussi parfois grandement. Le micro qui est à côté de toi. Pardon, Camille Lévesque, moi je suis psychologue au DIAS, mais je travaille au CESAM, j'avais envie de peut-être rebondir un petit peu sur votre question. Effectivement, il y a des disparités d'offres entre le milieu urbain, où le fait d'être tous sur place, ça aide à cette proximité et au fait qu'on puisse répondre peut-être plus facilement. Après, dans sa politique de secteur, le CESAM a aussi des CMP en milieu rural. Et je pense que nos collègues de psychiatrie sont peut-être se sentent pas forcément légitimes à sortir de leur mur, mais si on les sensibilise un petit peu à cette question, si on ne tait pas nos préoccupations au fait de les faire sortir de leur mur et qu'on les appelle à le faire, dans son déploiement de l'ambulatoire depuis 2018, le CESAM, normalement, répond de plus en plus à l'extérieur de ses murs. Et donc peut-être trouver de façon locale des personnes ressources dans les CMP, pouvoir les sensibiliser un petit peu à ce que vous vivez dans le milieu rural, pour que nos collègues des CMP de proximité dans ce champ rural puissent venir vers vous pour aller accueillir un petit peu ce que vous observez au domicile. Les équipes de secteur ont été étoffées pour ça, donc je pense que si on les appelle et qu'on ne lâche pas nos préoccupations, il va parfois leur dire plusieurs fois pour qu'ils osent après venir y voir, ça fait partie des missions de service public que de pouvoir aller justement un peu au-devant de tout ça. Et puis peut-être sur une autre question que la santé mentale, mais peut-être en lien avec les addictions, l'association ALIA, Association nigérienne d'addictologie, a une compétence départementale. Donc ils ont aussi pour mission de couvrir l'ensemble du département de Maine-et-Loire, donc ils sont sollicitables en ce sens. Et puis il y a aussi de nombreuses associations qui essaient de se développer dans ces secteurs ruraux. Vous avez parlé de Baugé et de Beaufort. Je crois qu'il y a des associations qui cherchent à s'y implanter aussi des petites antennes, secours populaire, notamment, je crois. Je voulais aussi rajouter, moi je suis ici, je suis messagériste, et en fait, nous, on travaille avec la maison de santé, on est en contact avec un psychologue qui fait des visites à domicile, qui veut se consacrer uniquement à des visites à domicile. Alors, évidemment, là c'est encore, mais c'est souvent problématique des offres autour de la précarité qui sont souvent urbaines, mais donc c'est sur Angers, mais
du fait que là, bientôt, il va y avoir des consultations remboursées de psychologues à hauteur de 10 consultations de souvenirs, sous prescription d'un médecin, bon, ça c'est toujours le même problème, mais en tout cas, il y a quand même cette offre-là et des consultations remboursées. Peut-être que se renseigner sur votre territoire, s'il n'y a pas des psychologues qui font aussi des visites, des domiciles, si vos patients, enfin les personnes que vous aidez ont un médecin traitant, une couverture sur ça, il y a un médecin traitant, peut-être que ça vaut le coup aussi de travailler dans ce sens-là pour aussi leur permettre un suivi par un psychologue en libéral, mais voilà, en tout cas un suivi psychologique. Je sais que nous on travaille dans l'idée des maisons de santé participatives, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour créer une convention, un partenariat avec ces psychologues à domicile. Toujours dans la démarche d'Alibert qui est essentielle. Après, sur le plan somatique, ça peut se poser aussi. C'est vrai que les passes, il y en a une au CHU d'Angers, on a quand même des unités aussi à Saumur-à-Cholet, mais je suis d'accord que c'est des villes et pas la campagne. Nous, ça nous est arrivé, j'ai 3-4 dossiers en tête, de médecins en difficulté pour différentes raisons, avec justement un patient activité précaire pour différentes raisons, pour lequel on a eu la personne à Angers à l'occasion d'une consultation qui nous a permis de refaire un petit peu le point, d'éventuellement faire certains bilans, de revoir un petit peu le problème de la barrière linguistique, et après avoir déblayé, j'ai envie de dire, le dossier, renvoyé vers ce médecin avec des aides et des poursuites de soins qui se sont faits donc du coup avec des médecins référents. J'ai 3-4 dossiers en tête où du coup, une consultation en Angers a permis de lancer un petit peu la prise en charge, et après le médecin, finalement, avec quelques recommandations assez simples, a pu prendre en charge ces patients. Il y avait un monsieur qui avait une question. Allez-y, monsieur. Moi, je m'appelle Tom Lissoir, je suis médiateur en santé auprès d'une association qui s'appelle les Forges de Médiation, c'est sur Nantes. C'est un marché public de Nantes qui est en expérimentation sur 3 quartiers politiques de la ville. Et ce que j'ai à partager avec vous, c'est un peu cette précarité liée à l'isolement. Parce qu'en arrivant sur ce poste, moi je croyais avoir affaire à des situations angles, parce que c'est dans un quartier politique de la ville. Voilà, j'imaginais être confronté à des problèmes d'accès au droit à la santé. Mais ce que je vois au quotidien, c'est une population qui est très isolée, très fragilisée par des ruptures, voilà, ruptures de vie. Voilà, c'est des hommes seuls, c'est vraiment, parfois je me dis, comment on peut arriver là comme ça? À chaque fois, c'est ça. C'est un bailleur qui vous sollicite sur une situation d'injonction parce que le logement est dans un état d'insalubrité. Elle nécessite l'intervention des services d'hygiène. Et quand on arrive, déjà pour vouloir rapprocher la personne aux soins, il y a déjà cette question d'intrusion dans l'espace privé de la personne. Et ce que nous, on pense être anormal, en ce sens que voilà, la maison est remplie des canettes de bière, la personne ne sait plus ce que c'est qu'une poubelle, ce que la personne ressent elle-même, voilà, de ça. Et autre chose que je voulais peut-être signaler, c'est je trouve au quotidien cette incohérence entre les politiques publiques qui aujourd'hui, elles veulent la désinstitutionnalisation, que tout le monde sorte de l'hôpital psychiatrique pour rester aussi longtemps à domicile. Et quand on arrive au domicile, on se dit, mais comment la personne peut vivre dans ces conditions? Voilà, et quelle est la place vraiment de la dignité humaine? Voilà, et pour moi, en fait, je ne suis peut-être pas une préconisation. Il faut peut-être travailler la piste de tout ce qui est dispositif hors les murs. Donc, les structures qui ont cette habitude d'aller hors les murs, qu'ils essaient un peu de voir, ces personnes qui sont oubliées, sans relais,
abandonnés dans ces grands ensembles. Parfois, certains, ils sont là depuis la construction de ces ensembles. Là, ça fait 40 ans, 50 ans et dans des conditions. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont abandonnés. Voilà. C'était peut-être une alerte, voilà, pour vous, acteurs santé, acteurs des politiques publiques. Merci. Sur la prise en charge, moi, pour avoir travaillé sur plusieurs dispositifs du social, j'ai toujours trouvé que c'est difficile de faire du lien entre le médical et le social. On arrivait à travailler ensemble, mais c'était difficile de créer un vrai partenariat, par moment, sur les situations. Et justement, sur les lits d'accueil médicalisés, sur les LAM, on a une équipe médicale, on a un médecin, on a une équipe soignante, on a une équipe éducative. Et je me rends compte, avec le recul là, des quelques mois, qu'en travaillant tout ça ensemble, sur une prise en charge qui est un peu plus globale, on va dire, avec des conventions aussi avec ALIA, avec des CMP, on arrive à faire à avoir des choses positives avec les personnes qu'on accompagne, et on arrive à faire évoluer positivement les situations. Et du coup, par rapport à ce que vous dites, je pense qu'on ne peut pas, il faut prendre tout, il faut que la prise en charge soit globale. On ne peut pas travailler qu'une partie de la problématique. Et moi, je trouve que voilà, sur notre dispositif, cette possibilité de tout travailler en même temps et ensemble, c'est hyper important pour les personnes, en fait, tout simplement. Et pour tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Je sais. Je voulais rebondir, encore, c'est bon. En fait, pour rebondir sur ce que tu as dit sur la communication compliquée entre le médical et le social, ce que je confirme complètement. Voilà, les médecins en sont responsables, pas que. Enfin, moi, je passe mon temps quand j'appelle les assistantes sociales ou autres, ne pas hésiter à m'appeler aussi. Voilà. J'insiste auprès des étudiants que je vois à la faculté de ne pas hésiter à appeler les travailleurs sociaux. Voilà, on leur redonne les lieux où ils peuvent trouver des assistantes sociales. Et en fait, ça fait aussi écho à ce qui a été dit par la plupart d'entre vous sur les difficultés de trouver un médecin en ville qui accepte de suivre les patients parce que, pour plein de raisons, le côté chronophage, le côté peur de ne pas connaître tout de suite des patients, ne pas trop les pathologies, avec toutes les représentations. Et en fait, je pense que par le message de dire qu'on peut mieux communiquer ensemble, c'est un message qu'on peut apporter aux étudiants en disant mais ça vous fait gagner du temps pour ensuite accepter plus facilement les patients plutôt que les refuser systématiquement. Donc, je pense qu'il y a peut-être un endroit ou un levier à ce niveau-là pour essayer de faire plus accepter de suivre les patients en situation de précarité pour les médecins. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait M. Blanchard. Donc, moi, je suis aide-soignante dans l'établissement LAM et HSS de Segré. Et j'ai une autre vision, moi, du soin, puisque je suis vraiment dans le soin de proximité, puisque je suis avec le soin du corps. Mais là où je rejoins M. Blanchard, c'est que moi, je ne connaissais pas du tout la précarité en arrivant là-bas. J'étais dans le milieu du handicap, donc c'est encore autre chose. Mais du coup, en arrivant dans cette structure, j'ai appris justement à faire une globalité de la personne et pas que le soin à proprement dit, qui est le soin d'hygiène, le soin des repas, des choses comme ça. Donc du coup, c'est vrai que là où je m'en suis aperçue, c'est que je ne peux pas accompagner quelqu'un dans une prise en charge plus intimiste sans avoir d'abord un lien avec lui et d'avoir vraiment ce rapport de confiance entre lui et moi. Donc je trouve que c'est important qu'on soit vraiment vigilant sur cette prise en charge. Donc c'est vrai que là où on rejoint tout le monde, c'est que la difficulté administrative, c'est casse-pied. Et que ça bouffe sur l'accompagnement réel. Mais moi j'ai cette chance de pouvoir être vraiment plus dans la proximité. Et les gens, la vulnérabilité, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais le côté, je vois le corps nu, je vois les corps décharnés, hein, on a
des visions assez particulières. Et c'est compliqué pour ces personnes qui ont vécu dans la rue ou qui ont vécu des choses très compliquées de se mettre à nu, mais à nu entièrement. C'est là où il faut être vigilant et savoir vraiment avoir un autre regard que le côté soignant pur du soin technique. Et voilà, et on a le droit, ils ont le droit. Et c'est là où on prend la personne à part entière de dire non, j'ai pas envie ce matin. Non, moi j'ai pas envie ce matin, ok, pas de problème. On oublie et on ira un verre demain ou on verra la semaine prochaine, on s'en fiche. Et c'est ce qui est agréable dans notre structure à l'heure actuelle et où on essaye d'avoir vraiment cette prise en charge globale, même en tant que soignant pur, on va dire. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, moi je travaillais sur autre chose il y a quelques jours et c'était sur les limitations aux soins et on parlait de la place du personnel médical et non médical et il était dit que le personnel non médical avait des informations et connaissait beaucoup de choses. Parce que sur le temps de la toilette ou du soin, il y avait un qui était propice à la confidence et peut-être ça me fait penser à ça et peut-être que au LAM ou à l'HSF, quand vous avez ce type d'informations, vous les transmettez et qu'ensuite le médecin ne va pas forcément y avoir accès parce que sur un temps réduit, parce que sur une autre phase de questionnement, parce que problématique de prescription d'ordonnance ou de lecture de résultats ou d'interface du stéthoscope, je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, ça permettrait probablement de gagner un petit peu de temps et de gagner aussi en connaissance sur chaque information. L'intérêt d'avoir des traces orales et des traces écrites, je pense, de ce type d'échange qui puisse être intéressante ensuite à consulter et pouvoir faire avant. Je pense que Delphine, nous on a beaucoup travaillé pour que le dossier social soit aussi visible par les médecins et qu'il y ait eu la question du secret, quoi. Vous n'avez pas le droit de regarder le dossier social. Alors moi, ça m'avait perturbé parce qu'on laissait le dossier médical ouvert et lisible et puis on n'avait pas le droit de lire le dossier social. Je pense qu'il y a la même confidentialité et il y a les mêmes précautions à prendre et il y a les mêmes importances de l'information par derrière. Donc c'est intéressant. Ouais. Bonjour, Adrien Roussel, moi je suis médecin sur les liens de soins santé à Nantes, donc je partage complètement votre vision là, que vous avez partagée avec mes collègues de Segré sur la prise en charge globale, et que ça soit sanitaire, social, psychologique et du soin au sens large. Et moi je voudrais rajouter que je crois que c'est permis parce que les besoins primaires ils sont assurés sur les liens de soins santé, que les gens ils sont hébergés, ils ont à manger, ils savent où ils vont être demain, et que tout ça, ça permet, ce que vous disiez, la confiance, mais juste parce que les gens ils sont en sécurité aussi. Et moi, je trouve que vraiment, pour imaginer tout ce qui est parcours de soins, prévention, avoir un consentement, les gens, s'ils ne sont pas en sécurité, s'ils n'ont pas leurs besoins primaires assumés, d'hébergement, rien que ça, on ne peut pas avancer, on ne peut pas demander à quelqu'un allez vous faire vacciner demain s'il ne sait pas où il va dormir. Alors, je sais que c'est une redite et ça a été beaucoup dit, mais je trouve que vraiment, il y a vraiment un problème au niveau des politiques sur assumer le droit et les besoins primaires et surtout sur l'hébergement. Et que sans ça, on ne pourra pas avancer au niveau du soin tant que les besoins primaires ne sont pas assumés. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonjour, moi je suis chef de service à Pascal-de-Loire, c'est un lieu d'hébergement pour personnes cérébro-lésées. Nous, on a un peu un questionnement inverse en ce moment avec une personne qui est en situation de précarité, qui a eu un accident de voiture, qui du coup a eu tout le parcours rééducation, et puis du coup maintenant accueil en foyer de vie, puis femme, puis masse. Ça fait 10 ans qu'il est à Pastel, et là en fait il ne se retrouve pas du tout dans ce lieu de vie. Le côté un peu normé, le côté soins ritualisés tous les matins, même les autres usagers de notre établissement, ils ne sont pas en phase, ils n'ont pas la même histoire de vie, ils n'ont pas les mêmes souvenirs. Et lui, son seul souhait, c'est de vivre dans une caravane, d'être un peu plus libre. Il dit que chez nous, il est en prison, et on se questionne vachement sur jusqu'où on va dans l'injection de soi, en fait, de qui on est pour lui dire qu'il doit rester à Pastel, qu'il est plus en sécurité chez nous. Le remettre à la rue, c'est aussi compliqué. Voilà. Ouais, et c'est compliqué parce que trouver du soutien, c'est aussi compliqué. Voilà.
C'est notre questionnement actuel, si quelqu'un a une idée. La caravane, le problème, c'est que c'est aussi une personne qui n'a pas d'argent. Donc, au niveau financement, voilà, c'est compliqué. Il n'a pas de famille, parce qu'on s'était aussi dit, une caravane dans un jardin d'un frère, pourquoi pas. Ouais, on est vraiment confronté avec ce problème de moyens, ce problème de besoin d'accompagnement en soins, qui est quand même important. Il y a une orientation masse. Donc, il lui faut un portage des repas, mais quand on n'a pas d'argent, le portage des repas, c'est compliqué. Voilà, on est limité entre son besoin, son envie. Et sa capacité peut-être. Et ses capacités. C'est pas cerné au niveau traumatisé crânien, automatiquement on se pose cette question. Donc si même au-delà de sa situation financière ou d'entourage familial, même ne peut pas avoir une vie en caravane, ça baisse un peu le niveau où on a l'impression de ne pas accéder à son rêve. C'est un autre choix. Si la caravane est un autre choix, même s'il aurait vu, c'était de toute façon inenvisageable. Peut-être que c'est pas une réponse qui l'entend. Il y a du mal à entendre. Non, c'était un truc intermédiaire aussi. Pas forcément la caravane. Et mettre une caravane sur le parking de Pastel de Loire, c'est pas possible. Je plaisante qu'à moitié. Ouais, c'est là-dessus qu'on part pour l'instant sur. Et puis trouver aussi des gens avec qui il pourrait partager, parce que là, il est en différence complète avec les autres résidents. Donc forcément, ça va au clash, quoi. Bonjour, Ludivine Arré, je suis une infirmière à la PAS de Laval en Mayenne. Donc, je suis venue avec ma collègue Sandra, et nous on a été intéressés par le sujet de la précarité parce que nous avons un questionnement depuis plusieurs mois sur les patients qui sont en situation de précarité mais qui ont des droits à la santé. Et on est en train de chercher un outil qui favoriserait l'accueil de ces personnes-là au sein de la PAS sans avoir le souci du côté social qui nous dit bah non, il a des droits à la santé et donc il peut aller vers le droit commun. Donc voilà. Nous, en ce qui concerne la PAS d'Angers, ces situations-là, on fait toujours une consultation un petit peu en équipe de qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où la personne elle peut être en rupture de soins, on considère qu'on doit encore pouvoir l'accompagner à la PAS. Mais on se posait la question tout à l'heure avec des partenaires dans des situations un petit peu similaires. Qu'est-ce qu'on doit faire puisque la personne n'arrive pas à accéder en médecine de ville, elle n'arrive pas à tenir un rendez-vous tout simplement et pour elle c'est trop compliqué. Mais il y a bien ces personnes pour qui on les accompagne, on obtient des droits et pour autant dans la réalité on n'arrive pas à les faire accéder au système de droit commun. On a les mêmes questions. Mais c'est vrai qu'on les accompagne, par exemple, on va avoir typiquement aussi les personnes à la rue qui vont avoir des droits ouverts pour un besoin de soins, post-opératoire, on parle pas mal avec la clinique de la main, par le principe que la PAS c'est aussi accueillir d'accord des personnes qui ont pas de droits ouverts, mais c'est aussi accueillir les personnes qui, en raison de leur précarité, n'ont pas accès aux soins. Peut-être parce qu'il y a cette vie à la rue, parce qu'il y a des difficultés. C'est vrai que. Nous, on les accompagne. Après, la question, c'est comment arriver à débloquer ces freins, en fait. C'est ça la grosse question après. C'est débloquer ces freins, mais c'est surtout aussi un problème de repérage. Parce qu'en fait, nous, on n'arrive pas à les capter, ces personnes-là, parce qu'elles n'arrivent pas à passer les barrières, soit de l'urgence hospitalière, soit des intervenants sociaux qui ne nous envoient pas forcément. Et donc, nous, on voudrait
On est en réflexion sur un score de précarité, quelque chose de simple, et vous en avez parlé en vous présentant. Et vous... Il faut que tu prennes un micro, on t'entend pas. Mais parce que c'est un score qu'on est en train de travailler, donc il est en train de se finaliser, ça prend un petit peu de temps, mais Vincent, sa thèse de médecine, c'était autour de... C'est lui qui travaillait à la mise en place de la fiche PASS. Donc il connaît bien, si vous voulez vous adresser à quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet et qui pourrait vous donner le temps d'avoir ce score-là, quelques éléments d'organisation, il a fait sa thèse dessus. C'est juste pour rebondir sur cette question, pour partager, alors je suis d'effort médiation aussi, mais c'était pour partager sur la PASS de Nantes, qui a créé récemment la PASS mobile. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, c'était pour rebondir à votre question, pour partager au niveau de la PASS de Nantes, alors peut-être à creuser auprès de la PASS de Nantes directement, c'est juste d'effort de médiation, mais il y a eu la création récemment d'une équipe PASS mobile qui avait plusieurs missions, et une des missions c'était notamment de travailler sur la sortie de la PASS et l'accès à la médecine de ville, avec toutes les difficultés que vous citez. Et peut-être aussi ça peut être intéressant de se rapprocher. On va parler des difficultés d'accès aux soins dentaires. Alors nous, on est plutôt fiers de ce qu'on a fait dans une petite bourgade mayonnaise. On a mis un protocole en place avec les stomatologues de l'hôpital de Laval et pour gérer notamment les douleurs dentaires. Donc en fait, alors c'est pas grand-chose, hein, c'est tout simple. On évalue la douleur dentaire et en fait on leur fait faire une panoramique dentaire qui est systématiquement vue par les stomatologues de l'hôpital et qui voient si en urgence ils peuvent intervenir, c'est-à-dire en faisant une extraction dentaire. Voilà. C'est une solution, mais on ne peut pas rester sur le fait que les stomatos, en fait, ils extraient. Mais c'est déjà mieux que rien, en effet. Je pense que c'est... Mais Oui, je me permets, donc Sandrine Tessier, infirmière du Césame sur l'équipe mobile psychiatrie précarité danger qui s'appelle le DIAS. Je voulais juste revenir sur les questionnements, sur les retours tout à l'heure sur la santé mentale, prise en charge et suivi en santé mentale. Alors, sur deux aspects, à la fois la prise en charge psychiatrique à l'hôpital et les CMP, et les délais effectivement importants, la réalité de la psychiatrie, des moyens des effectifs et de de présence médicale actuelle au Césame. Pour revenir à la situation que tu évoquais tout à l'heure, Gilles, pour autant, pour prendre la défense un peu de mes collègues en CMP, il n'y a pas rien qui a été proposé malgré tout, même si ce n'est pas satisfaisant, mais ce monsieur il est accueilli au CMP, me semble-t-il, on en a parlé hier en réunion, il y a eu des propositions. Alors même si ce n'est pas tout de suite la consultation médicale, mais oui, je sais bien, mais il n'y a pas eu rien de proposé, il y rencontre des collègues, ce monsieur. Mais ça, j'en suis... Enfin, voilà, on est tous d'accord et on en souffre aussi, nous, de ce manque aussi, parce que nous, on est une équipe qui est censée effectivement accompagner les personnes vers le droit commun et vers le CMP, et on est confrontés nous-mêmes à ces difficultés. Et puis par rapport aussi à la question des ENPP, ce qui est intéressant aujourd'hui, et je trouve ça chouette, c'est qu'en fait, il y a aussi des collègues des équipes mobiles psychiatrie précarité de Nantes, de Bouguenais et de Saint-Nazaire, et du Mans. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Et du coup, peut-être aussi sur la question de la rapidité d'intervention que tu évoquais tout à l'heure, c'est, je pense, important de rappeler que dans la circulaire des ENPP, en fait, nous ne sommes pas une équipe d'urgence psychiatrique, en fait. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, Gilles, que c'est un gros manque. À Angers, par exemple, il n'y a pas d'SOS médecin. Donc, effectivement, dès qu'il est question de la prise en charge de l'urgence psychiatrique et de l'hospitalisation, il y a peut-être ce manquement, bien qu'on a quand même une chance d'avoir Gérard, de pouvoir travailler étroitement avec toi et avec la santé publique. Mais effectivement, quand on est sur les lieux d'urgence psychiatrique, on la gère. Effectivement, quand on est sur place, on a des systèmes de permanence dans différents lieux. Sinon, en dehors de ça, on n'a pas plus de moyens que vous. En fait, ça reste l'algorithme de la prise en charge d'urgence, donc le 15 qu'on fait nous-mêmes,
avec les limites aussi. On n'a pas forcément de médecin, de psychiatre sous le coude qui peut faire des certificats. Donc je pense qu'il faudrait effectivement que surranger quelque chose de ce travail. Je sais qu'il y avait déjà eu, Gérard, tu pourras peut-être en parler, je sais qu'il y a déjà eu des rencontres pour travailler sur cette question-là. Et je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement un travail étroit entre la santé publique, le Sésame et effectivement les différents partenaires médico-sociaux pour cette question-là. Il y a sûrement quelque chose à réfléchir et à inventer. Ça me paraît essentiel. Et peut-être que, je ne sais pas si les collègues veulent en dire quelque chose de ou pas, des interpellations parfois. C'est vrai qu'on est beaucoup attendu sur la question de l'urgence psychiatrique. On est beaucoup attendu sur la question de l'hospitalisation sous contrainte. Il faut venir aujourd'hui ou demain, il faut l'hospitaliser sous contrainte. Et en résumé, je trouve que du coup, cette question et la thématique du jour, injonction et consentement, on la retrouve aussi sur la question de la santé mentale et de la psychiatrie. Et c'est aussi quelque chose, le consentement, on parlait beaucoup de l'aspect somatique et des pathologies somatiques, la pathologie psychiatrique, on a les mêmes questionnements autour des injonctions et des consentements, par exemple pour des patients qui peuvent être un peu bruyants d'un point de vue soit délirant, soit au niveau de l'addicto, et qui effectivement peuvent perturber dans des lieux de vie collective. Voilà, c'est un peu les mêmes questionnements tout à l'heure sur l'injonction à ne pas déranger le collectif, ou qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille le consentement et l'adhésion aux soins psychiatriques. Et vraiment l'objectif des équipes mobiles psychiatrie et précarité, et d'être aussi dans les lieux sous forme de permanence, c'est aussi de tisser ce lien, de travailler, ça a été évoqué tout à l'heure pas mal dans la journée, comment on crée du lien avec les personnes pour déstigmatiser un petit peu la prise en charge psychologique et psychiatrique, pour leur montrer que c'est pas si dangereux que ça, mais ça prend du temps, il y a aussi une histoire de temporalité, ça prend du temps, donc d'où les permanences, d'où le fait aussi que parfois d'avoir des permanences dans certains lieux, ça nous fige aussi un petit peu, et qu'effectivement on n'est peut-être pas rapide comme on devrait l'être, mais pour moi il y a cette notion de temporalité, de question aussi sur le travail, le consentement, ça prend du temps pour des gens qui effectivement sont loin de la demande de soins. Et somatique, la question psychiatrique, elle est encore plus complexe en fait. C'est déjà pas simple pour des gens qui ne sont pas précaires de faire appel à un CMP, alors qu'il plus est pour les personnes qui viennent effectivement, qui sont entrées dans la précarité et dans la rue. Ça me paraît rester important de préciser ça. C'est les mêmes questionnements sur la psychiatrie, en fait, le travail sur ces questions d'adhésion, de consentement. Ils ne demandent pas, c'est pas parce qu'il y a des psychologues et infirmiers psy dans les structures qu'ils doivent se sentir obligés d'aller consulter l'infirmière psy ou le psychologue. Merci. Juste une dernière personne, parce que j'avais donné le micro, parce qu'après on arrive à la fin de cette... je pense qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, donc je vous l'avais laissé. Et puis on aura l'occasion de le proposer. Mais je pense qu'effectivement la psychiatrie est un très bon exemple, parce qu'en plus il y a une possibilité d'hospitalisation pour Bonjour, moi je suis Anna, je suis infirmière de l'IAP de santé de Saint-Nazaire. Je voulais rebondir justement au niveau de la place de Laval, où nous on a développé une équipe mobile, donc l'équipe mobile de la HSS. Donc on a développé une équipe mobile LHSS et on intervient du coup, c'est en phase aiguë normalement vu que c'est aussi sous cognition, mais on a un accompagnement qui peut se compléter, ça fait longtemps aussi, avec donc infirmière, médecin et assistante sociale. Donc là-dessus, il faudrait peut-être aussi se renseigner. On va lancer une passe mobile, qui aurait dû être lancée au mois de janvier, mais Covid oblige, beaucoup de choses sont venues bloquer tout ça, et donc là on est en train de travailler sur le développement de l'information, pour informer tout simplement. On est dans un département extrêmement rural. Et là, on a plutôt objectivé d'aller vers les zones blanches de notre département, où on a des gens qui sont en rupture avec le soin, par problématique de la géographie, du manque de médecins, mais on ne peut pas non plus se situer à ça aussi. Donc il y a tout un travail de communication auprès des antennes solidarité qui est à faire, surtout.
principalement, je pense, puisque c'est les antennes qui repèrent ces gens en rupture. Moi, du coup, je voulais juste rebondir aussi sur l'effet inverse. On a des personnes qui nous sont intéressées par la passe. Donc, notamment, j'ai un monsieur en équipe mobile, on l'a su en équipe mobile. Puis on a réussi à l'intégrer au sein des LHSS, qui n'a pas de droit ouvert. Et donc, pour lui faire ses soins, il a un fixateur externe, une fracture. Et donc, on a besoin de matériel pour faire ses soins. La base nous a dit que, étant donné qu'il était au sein des LHSS, c'était plus leur problème. Donc voilà, on a fait comprendre qu'ils étaient bien gentils d'assurer le suivi et de fournir les bandes, mais que ce n'était plus leur problème parce que voilà, ils étaient au sein d'une structure et c'était plus au budget de l'hôpital de compenser. C'est pas sur votre passe ou c'est à Saint-Nazaire. Donc je ne sais pas vous comment vous travaillez le partenariat justement quand il y a ce genre de situation. Vous avez une assistante sociale? Oui. Enfin, normalement, la personne elle peut bénéficier du service du pass, mais ça n'est pas la même chose. Ah oui, en plus, nous, on a. Il y a une possibilité, en effet, financièrement, de prendre en charge le matériel. Après, ça sera pas. Un mot là par rapport à l'histoire du cérébro-lésé, ça m'a juste renvoyé à juste une interrogation, c'est à la catégorisation des publics et où ils sont orientés. Voilà, ça relève du sanitaire, ça relève du médico-social, ça relève du social. Et là, bon, derrière, on sait que c'est une histoire aussi d'argent, mais surtout de regard. Parce que nos publics, jusqu'à quand on reste un grand exclu? Quand est-ce qu'on devient une personne âgée dépendante? Quand est-ce qu'on relève d'un autre, une prise en charge spécifique au-delà du parcours de rue? On a un parcours de rue jusqu'à quand? C'était juste ce que je voulais dire. Voilà, qui nous prend. Tout à fait. C'est un bon mot pour la conclusion. Donc je vous remercie, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Avec Aurélien, on essaiera de faire un retour un peu écrit. On demandera aux intervenants de nous donner des petits textes pour avoir des références, des articles de loi, etc. qu'on n'a pas tous eu le temps de noter, moi la première, des références à des sociologues, etc. Et puis on pourra vous les faire parvenir. Et je vous remercie et puis bon retour. C'est pas de